L'heure du bilan des ministres du gouvernement Kilem a sonné depuis ce matin. À tour de rôle, ils exposent leur action à la tête de leur département au Premier ministère. C'est le seul titre au menu de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sans transition aucune, nous le disions tantôt, tous les 23 ministres du gouvernement du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kilem de Tambela sont soumis depuis ce matin à l'évaluation de la gestion axée sur le résultat. Ce matin, ils étaient 3 à se succéder à la primature pour l'exercice. Découvrons dans ce reportage leur taux de réalisation avec Odette Zouangena et Jonas Tondé. Conformément à la lettre d'émission assortie du contrat d'objectifs axé sur les priorités stratégiques de la transition, l'ensemble des membres du gouvernement vont se succéder à la primature pour se soumettre à l'évaluation des résultats atteints courant le premier semestre de l'année 2023. Et c'est le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Bassolman Bazié, qui ouvre la marche avec un taux d'exécution de 50%. Et ce contrat d'objectifs, lettre de mission, est évalué chaque 3 mois. Et cette année, en principe, l'évaluation devait se dérouler le 30 juin. Donc ça veut dire la moitié de l'année. Et au 30 juin, l'ensemble des points qui ont été exécutés par rapport au contrat d'objectif sont notés. L'ensemble des points qui sont en cours d'exécution sont notés. Et l'ensemble des points qui restent également pour démarrer sont notés. Je tiens à sincèrement exprimer. Et vous savez très bien que le ministère de la fonction publique, c'est le rond-point de l'administration publique. Et en termes d'orientation, nous avons l'orientation de veiller à la gestion de la ressource humaine de l'État. Ça, c'est un. La réforme de l'État, la bonne gouvernance, la gestion du dialogue social, mais également faire en sorte que tous les problèmes, préoccupations qui viennent des autres institutions et ministères trouvent solution au niveau du ministère de la fonction publique, sans parler des questions de retraite, ainsi de suite. À l'heure actuelle, à mi-mandat de l'année annuelle, le 30 juin, nous sommes à 50% du taux de réalisation positif des objectifs qui nous ont été assignés. Et même les questions de 50%, c'est parce que la façon dont l'objectif est décliné et l'indicateur d'évaluation ne permet pas de prendre le parcours d'exécution en compte. Avec un taux de réalisation de plus de 60%, le ministre Serge Poda du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises a reçu pour sa part les éloges du chef du gouvernement, une invite à plus d'ardeur. Nous avions fixé un certain nombre d'objectifs spécifiques et décliné à travers le plan d'action pour la stabilisation et donc le développement du Burkina Faso. Et nous avions 11 objectifs stratégiques au sein de notre département ministériel assortis de 36 extrants. Et sur ces 11 objectifs stratégiques, 8 ont été mis en œuvre entièrement. Et pour les extrants, nous avons autour de 23 extrants qui ont été atteints. Et donc globalement, nous avions échangé avec le Premier ministre, présenté l'état de mise en œuvre de ces objectifs qui nous ont été assignés. Et grosso modo, ce que je peux indiquer, c'est que nous avons un taux global de réalisation supérieur à 60% au premier semestre de l'année 2023. Et donc le Premier ministre nous a félicité et nous a donné instruction de maintenir le cap afin que d'ici à la fin de l'année 2023, les objectifs à nous assignés puissent être mis en œuvre et atteint à 100%. Nommé en juin dernier à la tête du département de la justice, le ministre Edaso Rodrigue Bayala n'a pas échappé à l'exercice. En termes de perspective, il assure œuvrer avec l'ensemble de ses collaborateurs pour combler le gap de 45% comme attendu au prochain semestre. À noter que l'exercice d'évaluation des contrats d'objectifs 2023 des 23 ministres placés sous la tutelle du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kilem de Tambela se poursuit jusqu'au 14 août 2023.
Un peu plus tôt, c'était hier dans la matinée, la 24e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État s'est tenue sous la présidence du chef du gouvernement. Thème des travaux, cartographie des risques et efficacité du contrôle dans les établissements publics de l'État. Les indicateurs de performance fournis ont permis d'apprécier le niveau d'exécution des activités programmées. Odette Zouanguena et Yannick Kaboré ont signé le reportage. 109 établissements publics, dont 89 EPE et 20 fonds nationaux, ont été passés en revue à l'occasion de cette 24e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État placés sous la présidence du Premier ministre Apollinaire Joachim Son Kielem de Tambela, président par délégation de l'analyse des rapports d'activité des états financiers de l'exercice 2022 des EPE. Il reçoit une amélioration dans la gestion avec une couverture satisfaisante des dépenses liquidées de 132,73% contre 121,80% en 2021. Du point de vue des indicateurs de gestion, la situation d'ensemble des EPE reste caractérisée par une prédominance de la subvention de l'État qui connaît une hausse de 60,73%, passant de 147,599 milliards de francs CFA en 2021 à 237,230 milliards de francs CFA en 2022. Le taux d'exécution des recettes est en augmentation. Il est passé de 106,03% en 2021 à 110,07% en 2022, soit une progression de 4,01 points. Cependant, les recettes propres pour l'ensemble des 89 EPE sont en baisse de 3,98% entre 2021 et 2022. Les établissements publics de l'État n'ont pas vocation donc à réaliser des bénéfices forcément, mais il y a quand même des seuils à examiner en termes d'autofinancement. On peut dire que globalement les seuils sont respectés. Il y a quand même des établissements publics où les seuils ne sont pas respectés, mais nous allons formuler des recommandations pour les amener à améliorer. Quand vous prenez par exemple toutes les structures de santé, que ce soit donc des centres hospitaliers ou encore l'agence de gestion des soins de santé primaires, ce n'est pas des établissements pour lesquels on peut demander de réaliser des bénéfices. Ce sont des services sociaux qui sont rendus à la population. Donc là-bas, c'est vraiment de regarder comment ces structures fonctionnent, comment on peut faire pour améliorer donc, leur fonctionnement et améliorer aussi les soins donc, de santé qui sont apportés donc, aux populations. En dépit des quelques difficultés rencontrées, les EPE ont été invités à poursuivre leurs efforts dans divers domaines, dont la dématérialisation des services. Vu que nous avons eu les assises nationales sur la dématérialisation, nous avons identifié les procédures à dématérialiser et nous sommes donc sur ces processus, que ce soit donc au niveau des départements ministériels et même au niveau des EPE, il y a beaucoup de choses à dématérialiser et cela va permettre d'améliorer significativement la qualité des services et de réduire les coûts. La mise en œuvre des recommandations de la session de 2022 est fort appréciable avec un taux d'exécution de plus de 80%. Ce 24e rendez-vous annuel se tient sous le thème suivant « Cartographie des risques et efficacité du contrôle dans les établissements publics de l'État EPE », une thématique qui invite à la recherche de création des conditions d'une performance des établissements publics en termes d'efficacité socio-économique, de qualité de service et d'efficience de la gestion. La journée nationale du mouvement évangélique des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a été célébrée dimanche dernier. À l'Église des Assemblées de Dieu de la trame d'accueil, chant, bilan et écoute de la parole étaient au rendez-vous. Y étaient aussi pour nous Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. Pour cette journée spéciale, le mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina se plonge dans le livre de Job en mettant un accent particulier sur l'humilité et la disposition du cœur au service de l'Éternel. Une prescription biblique qui doit interpeller le chrétien de nos jours, selon le président national du MEB. Cette année, c'est Job 22, 28. Ça interpelle tout le monde, les hommes. Il faut être humble. Et à ce moment, tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu va nous accompagner, Dieu va nous aider. C'est comme notre RG entre-temps aussi, il a souligné ça. Il faut que ça commence d'abord
dans les foyers, dans les familles, pour que Dieu puisse nous accompagner. Donc nous interpellons tous les hommes du Burkina Faso de se lever pour qu'ensemble, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la vérité. Cessons les querelles inutiles et suivant ce que Dieu veut que nous fassions là, on n'a qu'à faire ça pour que Dieu puisse nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Allant dans le même sens, le bureau du membre de l'Église se réjouit de la tenue du culte à l'occasion de la journée dédiée au mouvement au Burkina, une première à l'Église des Assemblées de Dieu de la trame d'accueil. Le culte aujourd'hui, vraiment, nous avons apprécié beaucoup parce que nous avons vu que le membre national est venu célébrer le culte avec nous. C'est notre première fois d'avoir ça. On est très contents. Le thème aussi, le pasteur a bien traité et ça a été vraiment très bien. Donc vraiment, nous sommes tous contents. On est contents avec la région et les sous-régions. Ils sont venus faire la journée avec nous. Nous sommes vraiment très contents et vraiment que Dieu bénit tout le monde et Dieu bénit tous ceux qui sont mis leurs pieds ici. Nous demandons que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus. Le culte dominical de ce 6 août 2023 à l'église de la trame d'accueil restera gravé dans la mémoire des membres. Il s'agit de Pierre Nikiema qui a bénéficié des moyens de déplacement comme don. La ya wenam la pa wendo wa pasteur masminga rima pusa wenam baraka runara am pam bumuninga wa ligram tu ba mam ya ruma kan tatoa tin kelen kinga tori man wenam tuunde a Jésus masminga. La solidarité et l'amour fraternel ont été manifestés au cours de cette journée du MEB. Des dizaines de sacs de vivres ont été disponibles. La fenêtre internationale dans cette édition, sauver des vies, la priorité des gardes-côtes en Tunisie. Le pays est bien critiqué pour sa gestion des migrants. Depuis début juillet, plus de 200 migrants africains vers des zones désertiques ont été sauvés. Des gardes-côtes tunisiens patrouillent en Méditerranée. Le pays est devenu une plaque tournante majeure de l'immigration clandestine vers l'Europe. Près de 94 000 migrants sont arrivés depuis le début de l'année sur les côtes italiennes, selon les statistiques locales. Plus du double par rapport à la même période de 2022, en provenance de Tunisie et de la Libye. Depuis le début du mois jusqu'à aujourd'hui, en 10 jours seulement, le secteur maritime du centre a arrêté environ 3 000 migrants, dont 90% sont subsahariens et les 10% restants sont des Tunisiens. La Tunisie a conclu à la mi-juillet un partenariat stratégique avec l'Union européenne contre l'immigration clandestine, accord assorti d'une enveloppe de 105 millions d'euros pour ce pays nord-africain financièrement exsangue. Notre première priorité est de sauver des vies humaines. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez vu qu'au cours de ces 24 heures, nous avons mené plusieurs opérations de sauvetage. Il y a eu 3 bateaux qui sont tombés en panne, dont les passagers ont été sauvés et les opérations n'ont pas été faciles pour nous. Depuis début juillet, la Tunisie a expulsé plus de 2000 migrants africains vers des zones désertiques ou inhospitalières aux frontières avec la Libye et l'Algérie, selon un décompte de sources humanitaires. Un cœur miniature créé par des chercheurs israéliens, une avancée majeure pour traiter les maladies cardiovasculaires. Pas plus gros qu'un grain de riz, le tout nouveau modèle de cœur humain multichambre à rythme libre promet, n'est-ce pas, de changer radicalement la façon dont le cœur et ses fonctions sont enseignées. Pas plus gros qu'un grain de riz, le tout nouveau modèle de cœur humain multichambre à rythme libre promet de changer radicalement la façon dont le cœur et ses fonctions sont étudiées. Aux côtés du professeur Yaakov Namias, une équipe de scientifiques israéliens a mené toute une série de recherches. Ce premier modèle de cœur est doté de toutes les structures essentielles, des ventricules, des oreillettes, un épicarde ou encore des stimulateurs cardiaques naturels.
Ce qui rend cette découverte encore plus révolutionnaire, c'est qu'en fabriquant ce cœur en laboratoire, nous avons pu y placer des capteurs qui nous ont indiqué son fonctionnement et nous ont permis de mieux comprendre la physiologie du cœur humain. L'une des caractéristiques les plus importantes de cette reproduction, c'est sa capacité à fournir des mesures en temps réel de paramètres essentiels, tels que la consommation d'oxygène ou encore la contraction cardiaque. Les scientifiques ont constaté par ailleurs que l'activité métabolique du cœur oscille ou change très rapidement, en quelques millisecondes. Une réaction tout à fait inattendue. Le métabolisme n'est pas censé être aussi rapide. Nous pensions que les changements du métabolisme lors d'un repas se produisaient en quelques heures, voire en quelques minutes. Enfin, autre information que nous transmet ce micro-cœur, sa création permet d'identifier une nouvelle forme d'arythmie cardiaque, distincte de celle observée dans les modèles animaux traditionnels, ce qui offre de nouvelles voies pour l'étude de la physiologie humaine. Cette avancée scientifique est d'une importance cruciale quand on sait que les maladies cardiovasculaires sont, avec les cancers, les principales causes de décès dans le monde. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous dire au revoir, la pensée biblique. Et nous parlons de l'inquiétude. Proverbe 12, verset 25 dit ceci. C'est l'inquiétude dans le corps de l'homme qui l'abat. Eh bien, l'inquiétude nous met à terre et nous pousse seulement à avoir un poids supplémentaire à tout ce que nous traversons déjà. Quand Jésus dit de ne pas nous inquiéter, eh bien, il ne veut pas dire que nous ne devons pas prévoir quelque chose pour l'avenir, mais seulement de rester attachés à lui dans la peur et l'anxiété. Pourquoi dit-il ceci? Simplement parce que la prière et la communion avec lui sont le seul remède à l'inquiétude, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, Jésus dit qu'il prend soin de nous. 1 Pierre 5, verset 7. Deuxièmement, l'apôtre Paul nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8, 28. Et enfin, Jésus nous redit ceci « Ne vous inquiétez pas, il est là à côté de nous pour nous aider, bien entendu, à surmonter toutes les difficultés dans sa paix et dans sa présence. » Bonsoir, dames et messieurs. À la semaine prochaine pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Dieu bénisse abondamment notre cher pays de Burkina Faso. Bonsoir.